C'est un pays né d'une désintégration violente, une histoire de génocide, de haine raciale et de guerre civile qui a eu un écho dans le monde entier. À l'époque, il aurait été difficile d'imaginer la Serbie comme membre de l'Union européenne. Bien qu'il reste de nombreux obstacles et que le passé soit parfois difficile à oublier, 20 ans plus tard, elle est sur le chemin de l'intégration. Je me suis rendue à Belgrade et j'ai rencontré le Premier ministre Aleksandar Vučić. Nous avons parlé du chemin qui reste à parcourir. Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous dans Global Conversation. Vous vous êtes fixé l'objectif de rejoindre l'Union européenne. Quand pensez-vous l'atteindre? Ce n'est pas une question de temps. Nous faisons de notre mieux pour ne pas nous détourner de notre objectif européen, pour remplir nos obligations et mieux intégrer les valeurs européennes. C'est tout. Une certaine lassitude à l'égard de l'élargissement se fait ressentir au niveau de la Commission et en même temps, vous semblez aussi fatigué par le processus de rapprochement. Vous avez dit que vous ne vous sentez pas particulièrement respecté par l'Union européenne. Pourquoi cela? C'est parce que je suis très honnête et très sincère et je ne cache rien à personne. Il y a des tas d'hommes politiques dans cette région et dans le sud de l'Europe qui passent leur temps à flatter les officiels européens. Moi, je dis simplement ce que je pense. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez parlé de lassitude de l'élargissement. Eh bien, il y a une certaine lassitude dans ce pays aussi. Oui, nous faisons beaucoup d'efforts, nous investissons non seulement beaucoup de notre temps, toute notre énergie, notre force politique dans le processus actuel. Nous avons amorcé des réformes économiques très difficiles en Serbie. Et puis nous avons beaucoup avancé dans le dialogue avec les Albanais du Kosovo. Et ensuite, vous voyez que vous n'êtes même pas respectés. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Nous ne nous y attendions pas. Et qu'en est-il de la normalisation des relations avec le Kosovo? Parce que c'est l'un des autres points importants, elles n'ont pas progressé. Est-ce que ce sera un obstacle insurmontable pour votre gouvernement? Je pense que nous avons beaucoup avancé, bien que c'était une question difficile pour nous. C'était une question très difficile. Mais nous avons poursuivi notre dialogue avec les Albanais du Kosovo. Très récemment, nous sommes parvenus à finaliser l'accord judiciaire. Nous avons signé un plan d'application et nous avons résolu une question concernant la protection civile. Une autre sur les budgets municipaux de 4 communes serbes dans le nord du Kosovo. Et nous sommes toujours en train de négocier sur des questions liées à l'énergie et aux télécommunications. Mais un récent rapport de la Commission européenne sur la Serbie souligne, je cite, qu'il est important que le dialogue de haut niveau reprenne. On peut simplement se rendre compte qu'il n'existe pas actuellement, car récemment, l'ex-premier ministre Hashim Thaçi devait se rendre en Serbie pour une rencontre au sujet de la réconciliation régionale. Il n'a pas pu le faire car il a réalisé qu'il serait arrêté s'il se rendait sur le sol serbe. Il n'y a pas de dialogue de haut niveau, sinon il aurait... un dialogue de haut niveau qui a lieu 1, 2 ou 3 fois par mois. Mais il savait que cela se passerait car il y a eu un verdict prononcé contre lui en 1999 et ça n'est pas nouveau pour lui. C'était une sorte de jeu politique et personne ne s'en est étonné. Mais nous nous parlons tous les deux. Je l'ai rencontré 32 fois, je crois. Donc c'était une provocation. Vous savez, quand vous me parlez, j'utilise un style différent. Je ne critique pas les autres voisins. Je ne le fais pas, même si je dois leur répondre. Je fais toujours de mon mieux pour éviter... Parce qu'il a dit que c'était un manque de volonté politique de votre part. Manque de volonté politique ? D'accord. De la part du gouvernement. Voyez-vous que le gouvernement soit en position d'abolir les verdicts? Je ne vois pas cela comme une valeur démocratique dont nous pourrions nous vanter. C'est quelque chose que tout le monde critiquerait, et ce n'est pas vrai. En réalité, il sait que je voulais beaucoup le rencontrer, quand il veut et où il veut. Sauf ici.
Bien sûr, sauf ici, parce qu'il y a ce verdict. Et il le savait depuis le début. C'était une sorte de problème politique pour lui. Politiquement, c'est évidemment un problème compliqué pour le Kosovo, mais je crois aussi pour les Serbes, c'est une question sensible. Tout le monde a pu s'en apercevoir en octobre dernier, pendant le match qualificatif entre la Serbie et l'Albanie pour l'Euro 2016. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, quand un membre du public a envoyé un drone avec un drapeau albanais survoler la pelouse. C'était une provocation terrible contre nous. Et ils l'ont fait ici exprès. Mais je pense que nous avons plutôt bien réagi. Nous avons protégé les joueurs et les supporters albanais. Personne n'a été blessé. Cela montre cependant que c'est une question très sensible pour les Serbes. Éprouvez-vous? Cela a montré que quelqu'un voulait nous provoquer, mais aussi que nous étions très calmes et pas agressifs du tout. Après cela, le Premier ministre albanais s'est rendu à Belgrade pour la première fois depuis environ 80 ans et je l'ai reçu. Même une deuxième fois ici à Belgrade. Et d'ici 10 ou 15 jours, j'irai à Tirana et ce sera la première visite du Premier ministre serbe depuis 8 ans ou quelque chose comme ça. Mais les Serbes soutiennent-ils votre politique de détente avec le Kosovo? Je ne peux pas vous le dire, mais pour être honnête, mon travail consiste à préserver les intérêts de ce pays et d'agir pour le bien de notre peuple, et peu importe si cela convient ou pas avec la manière de penser des gens ici dans ce pays. Everybody's way of thinking here in this country, or whether all the other guys would agree on something or not. Nous sommes chargés de produire des résultats et ce que nous voulons, c'est voir une région calme et très stable. C'est ce dont nous avons besoin. Nous approchons de l'anniversaire des accords de Dayton, mais aussi du massacre de Srebrenica. Quand pensez-vous qu'il sera possible pour cette région de laisser son passé derrière elle, pour en quelque sorte tourner la page? Je peux vous dire que c'est le premier pilier de la politique du gouvernement serbe, c'est-à-dire la stabilité régionale. Et nous avons vraiment beaucoup investi. Tout d'abord, pour la première fois depuis 70 ans, nous avons réussi à établir des relations qui ne soient pas trop mauvaises avec l'Albanie. Nous nous sommes parlé plusieurs fois, pas seulement à Bruxelles, mais aussi ici à Belgrade. Maintenant, nous allons continuer le dialogue avec Tirana. Nous faisons de notre mieux pour soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine dans le respect de la République des Serbes de Bosnie comme entité de ce pays. Et pour lancer le dialogue avec la Bosnie, que nous considérons comme un point clé pour la stabilité de la région. Nous avons de très bonnes relations avec les Monténégrins, la meilleure de notre histoire depuis qu'ils se sont séparés de la Serbie. Nous avons de très bonnes relations avec la Macédoine, avec la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, avec qui nous avons créé le groupe de Craiova. La Serbie n'a jamais eu d'aussi bonnes relations avec ses voisins. Mais ces tensions ethniques existent toujours et parfois explosent. Tout récemment... Bien sûr, c'est pour cela que j'insiste sur ce point. J'insiste car vous ne pouvez pas effacer les émotions des gens, mais vous devez agir contre. Et ces anniversaires que je viens de mentionner, le 20e anniversaire des accords de paix de Dayton et celui de Srebrenica. Et cette année a aussi lieu le 20e anniversaire de l'opération Tempête, qui a vu des centaines de milliers de Serbes expulsés de Croatie. Vous étiez le ministre de l'Information de Slobodan Milosevic. Quand vous repensez à cette époque, à quel point vous sentez-vous mal à l'aise? Est-ce que vous ressentez une sorte de honte à propos de votre rôle pendant cette période de l'histoire? Au sujet de mon rôle comme ministre de l'Information, je peux répondre très facilement. Je me sens juste mal à l'aise avec une loi sur l'information que j'ai proposée à l'époque. Je me suis senti très mal à l'aise, mais j'étais très sincère avec mon peuple. En quoi consistait cette loi sur l'information? C'était une loi sur l'information très stupide et je l'ai admis devant mon peuple. Je l'ai dit des milliers de fois. Une loi réprimant les médias étrangers. Ça permettait cela d'une certaine façon. Ça n'était pas le but et ça n'était pas délibéré, mais de toute façon, ça nous a amené à cela. C'est pourquoi je l'ai dit très ouvertement et publiquement,
Je ne l'ai pas caché. Et qu'en est-il de... Mais ça n'a rien à voir avec la guerre. Qu'en est-il des discours que vous avez faits à l'époque au Parlement? Il existe une vidéo dans laquelle vous provoquez la communauté internationale en avertissant que pour chaque Serbe tué, 100 musulmans seraient assassinés. Cela était sorti du contexte. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de déclarations stupides, mais celle-là était absolument sortie de son contexte. Donc vous n'avez pas dit cela? Pas de cette manière, pas dans ce contexte, mais de toute façon, je n'ai jamais nié avoir parfois tenu des propos stupides. Il y a des doutes ici maintenant à propos de votre rôle comme ministre de l'Information. Nous avons reçu cette question d'Aleksandar Kokotovic qui vous demande de comparer la liberté de la presse aujourd'hui avec celle de l'époque où vous étiez ministre de l'Information, car il y a des inquiétudes à ce sujet. Je pense que ça me colle à la peau et que c'est très facile de me critiquer, mais je peux vous dire que la liberté de la presse est totale dans ce pays. Bien sûr, ça peut toujours être mieux, et je ferai tout ce que je peux pour m'en assurer. Tout le monde peut me critiquer, quand ils veulent, de la manière qu'ils souhaitent, dans tous les médias, et il n'y a aucun problème du tout. Pourquoi alors, dans un récent sondage européen sur les progrès réalisés, apparaissent des inquiétudes, je cite, à propos de la détérioration des conditions permettant le plein exercice de la liberté d'expression, et la Serbie a perdu 13 points dans le classement de la liberté de la presse. Peu importe ce qu'ils disent. Nous nous sommes mis en conformité et nous avons harmonisé 3 lois sur les médias que nous avons votées au Parlement en accord avec la Commission européenne. Mais voter des lois est une chose, la réalité en est une autre. Les médias sont-ils libres ici ? C'est ce que je pense. Bien sûr, des tas de gens ne seraient pas d'accord avec cela. Je suis toujours prêt à écouter toutes vos remarques, toutes leurs remarques, et si possible, même de mettre en place de meilleures conditions pour eux. Je n'en ai pas peur du tout. Pourquoi auriez-vous donc quelquefois accusé les médias ici d'être des menteurs ? Non, je ne dis pas... Vous savez, quand quelqu'un me dit quelque chose qui n'est pas vrai, je réponds simplement. Je pense que c'est la démocratie. J'ai mon propre droit de dire ce que je pense vraiment, ou c'est interdit. Je ne crois pas. L'alignement de la politique internationale serbe sur celle de l'Union européenne fait partie intégrante du processus d'adhésion. Il y a eu des inquiétudes au sein de l'Union européenne à propos des sanctions imposées à la Russie concernant l'Ukraine. La Serbie a choisi de ne pas le faire. Je voudrais vous poser cette question envoyée par Ahmed Alfin. Il demande si la Serbie serait prête à aligner sa politique extérieure sur celle de l'Union européenne. Si vous le permettez, j'aimerais ajouter que si c'était le cas, vous seriez dans une situation dans laquelle vous devriez suivre l'Union européenne et ce serait gênant pour la Serbie. C'est ce que fait la Serbie, mais nous ne sommes pas membres de l'Union européenne et nous devons nous soucier de nos propres intérêts. Nous soutenons l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je pense que nous agissons de manière très responsable. J'ai parlé à Petro Poroshenko. Ils soutiennent aussi notre intégrité territoriale. Mais quand il s'agit des sanctions, si vous suivez le chemin de l'adhésion, seriez-vous prêt à... Nous devons nous préoccuper de notre avenir économique. Et si par exemple la Hollande imposait des sanctions à la Russie, ils obtiendraient des milliards en soutien de la part de l'Union européenne. Nous soutiendriez-vous à hauteur de 1 million pour nos produits agricoles? Non, je ne pense pas. Donc cela signifie que nous devons penser à nos paysans, à nos fermiers et à notre budget. Mais vous pourriez devoir choisir entre l'Union européenne et la Russie. Le prix à payer serait-il de sacrifier votre amitié avec Vladimir Poutine? De quel prix parlez-vous? Parce que ce n'est pas une position équilibrée. Nous sommes sur le chemin de l'intégration européenne et c'est notre objectif stratégique. Mais oui, d'un autre côté, nous souhaiterions préserver de bonnes relations avec la Russie. Il ne s'agit pas du tout de relations personnelles. Et pensez-vous que les deux soient possibles? Pourrez-vous dans ce cas garder un pied de chaque côté? Il ne s'agit pas de garder un pied de chaque côté. Nous suivons notre objectif stratégique de rejoindre l'Union européenne, mais oui, nous aimerions avoir de bonnes relations avec la Russie. J'ai parlé de notre
notre intégration européenne avec Poutine publiquement, tout à fait ouvertement, de la même façon qu'avec vous, qu'avec Angela Merkel. Je voudrais aussi préserver de bonnes relations avec Poutine. Oui, c'est notre politique. En termes économiques, la Serbie fait face à la crise depuis 2009. Vous avez imposé des mesures d'austérité très dures. Bien sûr. Nous avons pu constater, si l'on regarde la situation en Europe, que l'austérité n'a pas eu les effets espérés. Là, la crise économique perdure. Comment pouvez-vous être aussi confiant à propos de l'efficacité des mesures d'austérité en Serbie ? Je vois les premiers résultats et je vois que le FMI a revu à la hausse ses prévisions sur notre taux de croissance. D'abord c'était -1, puis -0,5 et maintenant 0. Et je suis sûr que nous allons sortir de la récession dès cette année. Et quand cela arrive l'année où sont prises des mesures de consolidation fiscale, c'est une sorte de petit miracle et je suis sûr qu'il va se produire. Tous les pays dans une situation similaire à la vôtre ont besoin d'avoir leur peuple derrière eux. Il y a des inquiétudes au sujet d'une fuite des cerveaux de Serbie. Adriana demande ce que vous faites pour empêcher les personnes diplômées de quitter la Serbie. Nous faisons de notre mieux. C'est le cas de la Serbie, mais pas seulement. C'est la même chose en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne et dans tous les autres pays du sud-est de l'Europe. La meilleure façon de l'empêcher est de garantir un meilleur climat des affaires dans ce pays pour changer les perspectives économiques, pour donner cet espoir à notre peuple. Et c'est ce que nous faisons. Et j'espère que dans 2, 3, 4 ou 5 ans, beaucoup de gens vont rentrer de l'étranger parce qu'ils auront les mêmes conditions ici que dans de nombreux pays d'Europe de l'Ouest. Vous avez l'air très fatigué. On dirait que le travail de dirigeant est éreintant. Est-ce fatigant? Non, je ne voulais pas avoir l'air très fatigué. Je me sens toujours prêt à lutter pour mes idées et peut-être que j'ai été un peu plus lent que ce que vous attendiez, mais je suis toujours plein d'énergie, prêt à me battre pour un futur meilleur, pour le peuple serbe, et je n'ai aucun problème avec ça. Comme nous l'avons mentionné, vous avez commencé sous Slobodan Milosevic. Maintenant, vous avez guidé votre pays sur une autre voie. D'après vous, qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Comme le disait Margaret Thatcher, ce ne sont pas les décisions les plus acclamées qui sont les meilleures. Et ces mesures d'austérité que nous avons commencé à mettre en place par des actes et de dures réformes économiques, elles ne sont pas bien accueillies par notre population. Et après tout, je suis sûr que le peuple serbe se rendra compte que ces mesures étaient les meilleures que nous pouvions prendre. Si vous parlez de stabilité régionale, de réconciliation, les gens ne veulent pas vraiment en entendre parler ici, mais je ne m'en soucie pas. Je continuerai parce que je pense que c'est la véritable bonne politique et c'est la seule qui nous apportera de vrais résultats, c'est-à-dire un futur meilleur et une vie meilleure pour le peuple serbe. Pour finir, dernière question d'un internaute. Êtes-vous fier de vous et de votre bilan? Je fais toujours de mon mieux pour être autocritique. C'est ma façon d'être. Je continue et je fais de mon mieux pour être bénéfique à mon pays. D'autres personnes seraient mieux placées que moi pour en juger. Assess it, that would make a real estimation on it, not myself. Prime Minister, many thanks for joining us. Thank you very much.